d'ailleurs, si vous voulez bien, comme vous le souhaitez, au pupitre, peut-être au pupitre, comme vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez. Mais si je vais au pupitre, ils auraient pu rester là. J'aurais pas eu ce furieux sentiment de chasser. Oui, mais Enfin comme bon. ça, il vous voit mieux, il vous voit mieux. Il vous regarde Oui, dans les yeux. il y a des spectacles plus agréables, mais enfin bon. Euh, D'abord, merci de cette invitation. Et on a parlé de relations humaines. Et je voudrais commencer mon propos par un petit clin d'œil affectif. On est dans un lieu où quelqu'un qui a été important, qui s'appelait Gérard Denain, peut-être certains d'entre vous le connaissaient. Et j'ai une pensée pour lui. C'est ensemble qu'on a créé la première association d'insertion, entreprise intermédiaire. C'est l'inverse, enfin, c'est pas grave. Avec AVI, Association Valbonnaise d'insertion par l'économie, et avec Batipolis à l'époque. Voilà, je pense à Gérard. Alors plus concrètement, et en sortant la montre pour éviter de m'abandonner au plaisir d'être parmi vous et d'oublier qu'il va y avoir une partie d'échange, c'est ça. Donc un propos introductif, on va essayer d'éviter de faire Fidel Castro à la Havane, hein, surtout qu'il y a le repas dans pas longtemps. Euh, D'abord, je voudrais dire que certaines lois ont une saveur particulière parce qu'elles ne se contentent pas d'aligner des mesures les unes après les autres, mais elles reconnaissent et puis elles tracent des perspectives nouvelles pour un domaine d'activité auquel on croit, pour lequel, à un moment donné, on s'est impliqué, que ce soit politiquement, de façon citoyenne ou tout simplement dans son activité professionnelle. C'est le cas du projet de loi qui est relatif à l'économie sociale et solidaire, porté par le ministre Benoît Hamon, qui, pour la première fois, a consacré, au niveau de la loi, un secteur qui pourtant est né au XIXe siècle, d'ailleurs en même temps que la forme capitalistique moderne. Et je dois dire que j'étais particulièrement heureux de pouvoir être rapporteur de ce texte au Sénat et que le ministre et le gouvernement l'aient soumis en premier lieu au Sénat. Et je dois dire parce que, outre le fait qu'avec mon complice camarade Chesneau, à la région, on avait essayé de porter un peu cela ensemble, et c'est donc un secteur auquel je suis personnellement et de façon politique aussi attaché, mais aussi de voir que il y a 3 ans, on avait commis un rapport avec Marie-Noëlle Lienemann sur l'économie sociale et solidaire, avec un groupe de travail, et qui avait débouché sur la création d'un groupe d'études au Sénat, puisque ça n'existait pas. Et quand j'étais arrivé, je m'étais dit, c'est quand même paradoxal qu'il n'y ait pas de groupe d'études quand on a groupe d'études sur le cheval, sur un certain nombre de choses qui m'apparaissaient quand même nettement plus secondaires que l'économie sociale et solidaire. Donc depuis le 24 juillet 2013, qui a été la date de présentation du texte en Conseil des ministres, je m'étais attaché à recevoir les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et comme je représentais aussi le Sénat au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, j'avais pu entrevoir la grande richesse du milieu, hein, dans sa diversité, dans ses approches, toujours d'une très grande souplesse entre les partisans du statut, entre ceux qui sont de l'école historique de l'économie sociale, entre ceux qui pensent que le solidaire, enfin bref. Quand on voyait les différences d'intérêts, les approches politiques, les partisans du label contre ceux du statut, je m'étais dit, faire une loi sur l'économie sociale et solidaire, ça va être un vrai bonheur.
Et c'est pour ça que j'avais tenu à ce que faire un nombre conséquent d'auditions qui m'a permis, dans un Sénat à la fin du mois d'août, que vous imaginez, qui n'était pas animé d'une vie trépidante, pouvoir en toute quiétude faire se succéder les auditions. En tout, j'ai reçu 110 personnes. Et c'était, premier élément, dans l'esprit dans lequel a été confectionnée cette loi. Elle a été co-construite. Je crois que c'est vraiment un élément important. Ce n'est pas une loi qui est sortie d'une technostructure, aussi géniale soit-elle, d'un cabinet ministériel. C'est une loi vraiment qui est sortie d'un mûrissement d'un débat, ancien d'ailleurs dans certains cas, et qui a fait l'objet d'une maturation des acteurs eux-mêmes et d'un compromis qui a permis un équilibre. D'un compromis où, par exemple, a été dépassé le débat sur le label, le statut, pour proposer une démarche inclusive. Cette démarche inclusive est très importante. Vous l'avez abordé d'ailleurs tout à l'heure de façon assez rapide. La première chose, dans la loi, il est dit, on ne va même pas regarder si c'est vrai ou pas, on considère que tous les secteurs, les familles traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, fondations, mutuelles, coopératives, associations, sont d'emblée, article 1, dans l'économie sociale et solidaire. Dans certains cas, d'ailleurs, valait peut-être mieux pas trop regarder de trop près sur la correspondance vis-à-vis de certains fondamentaux tels que la gouvernance démocratique ou une lucrativité limitée, ou enfin bon, bref, je ne parle même pas de la non-lucrativité. Ça, c'est, on fait confiance aux fondamentaux et aux valeurs qui sont portées par l'économie sociale et solidaire. Et on vous reconnaît, ce n'est pas la peine de vous crisper éventuellement dans une crainte ou dans des postures de puristes. Vous êtes économie sociale et solidaire. Parfait. Mais en même temps, on se dit qu'il y a des sociétés, y compris à caractère commercial, qui ont une utilité sociale, qui ont certains principes, qui sont intéressants. Et au lieu d'être là et de se définir en contre, la proposition, il y a une très belle expression d'ailleurs, je reviendrai après, plus tard, qui est de la part du ministre, qui est la pollinisation. Et la proposition, c'est de dire, l'économie sociale et solidaire vous tend la main. Non pas pour se définir avec d'un côté les méchants et les autres qui seraient les vertueux et les bons, l'économie sociale et solidaire, mais c'est de dire, nous pouvons partager un certain nombre de choses, au-delà de votre statut d'entreprise capitalistique, à partir du moment où vous respectez certains fondamentaux. Et on va définir ensemble ce qui est le point de compromis acceptable dans cette pollinisation, pour éviter que vous, on mette de telles conditions que ça soit totalement inacceptable, en tout cas impossible pour vous. Et nous, en acceptant cette confrontation, et en pensant qu'aux côtés d'une économie classique et aux côtés d'une économie liée à un secteur public, il y a un secteur qui s'appelle l'économie sociale et solidaire et qu'on a confiance dans sa capacité d'évolution sans perdre son âme. Le débat pollinisation de l'économie traditionnelle par l'économie sociale et solidaire, surmontant la crainte de certains, à savoir que c'est plus une pollinisation, ça allait être une pollution, une dilution, en allant de l'entrepreneuriat social à la RSE, qu'à un moment donné, il y ait disparition de l'économie sociale et solidaire en tant que telle, et qu'il y ait une sorte de recyclage, de récupération de l'ESS par un nouveau mouvement du capitalisme triomphant qui est arrivé à recycler. Position frileuse. Si on a confiance, et c'est mon cas,
dans la modernité et la pertinence des valeurs qui sont portées par l'économie sociale et solidaire, nous avons tout intérêt à cette confrontation, avec des exigences. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs proposé un article 2 bis dans la loi qui soit une sorte de déclaration de principe, de charte, qui aille au-delà en fixant par exemple l'égalité homme-femme, enfin bref, un certain nombre d'objectifs, et en disant aux entreprises, quelles qu'elles soient, bien sûr de l'économie sociale et solidaire, mais y compris un statut commercial, nous vous faisons cette proposition pour fixer un objectif et tirer vers le haut, parce que nous pensons que le progrès, c'est aussi cela, dans les modes de gouvernance, dans les différents éléments qui avaient été mis, la dimension de l'humain, l'exemplarité sociale, bien. Travail que j'ai effectué d'ailleurs avec les différents groupes qui composent le Sénat, ce qui n'était pas d'ailleurs évident quand vous aviez d'un côté ce qui s'appelle le RDSE, je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition politique du Sénat, mais qui est en gros les radicaux de gauche, jusqu'au groupe CRC Front de Gauche, en passant par les Verts, écologistes, groupe Parti Socialiste, dans sa diversité, entre une Marine Noël Lindemann et d'autres, pas forcément évidente à gérer. Essayer de voir ensemble, j'ai fait un travail avec ces différents groupes pour voir quelles étaient, par rapport à ce texte, ces dynamiques qu'on pouvait y introduire et qu'en tant que rapporteur, j'ai essayé d'y introduire. Mais en conservant ce point d'équilibre et en respectant tout le travail qui avait été effectué dans le cadre de la préparation de la loi autour de ça. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que cette loi est fondatrice. Elle est fondatrice par la reconnaissance qui était tant attendue de l'économie sociale et solidaire, mais elle est fondatrice parce qu'elle répond à un vrai besoin aujourd'hui. Nous savons tous que les ravages de l'économie capitalistique, financiarisée, mondialisée, parfait, tout cela, on le vit bien. Par contre, on mesure moins parfois l'impact que ça a sur les salariés, certes, mais aussi sur la société dans son ensemble, les individus. Ce sentiment que quelque part, après la chute du mur de Berlin ma foi, l'histoire, certains d'ailleurs pensaient qu'elle était finie, et qu'on serait impuissant par rapport à une machine qui nous broierait, qui ferait que, à une époque, on sacrifiait des humains sur des autels en fonction de croyances. Il y aurait des individus broyés dans les entreprises et que ça serait comme ça. Bien. Et quelque part, la notion même d'entreprendre, les ravages qu'ont fait les licenciements boursiers dans des entreprises où vous avez des gens à qui on expliquait que la vraie richesse, c'était eux, c'était le capital humain, c'était eux qui étaient le ressort principal de l'entreprise. Aux mêmes personnes, à un moment donné, on lui dit « Désolé, on sait que tu es super bon, que tu es excellent, on fait des bénéfices, mais le cours de la bourse, il n'est pas très bon, donc il faut qu'on licencie, mais on te réembauchera dans 6 mois. » Bon. Le masque est tombé, les individus se sentent broyés, impuissants, et ce sentiment d'impuissance est ravageur. Il est terrible. Sentiment qu'on n'a plus prise sur rien. Or, l'économie sociale et solidaire, justement, trace une autre perspective. Elle n'est pas la matrice unique de ce que sera l'économie de demain. Arrêtons là-dessus. Bien. Forcément, ces modèles économiques s'adapteront, les valeurs, il y aura des évolutions là-dessus. Mais en tout cas, elle en est un vecteur principal, si ce n'est le vecteur principal de cette alternative. D'où l'importance de cette loi. Il y a eu la reconnaissance qui était nécessaire de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi, à travers cette loi, cette alternative qui permet de retrouver, et c'est pour ça que je l'ai appelée une loi d'espoir, qui permet de se dire que nous pouvons redevenir acteurs. Et non pas être comme ça, avec ce sentiment, comme ça, les bras ballants, contre qui je vais
Avant, dans l'ancienne entreprise, bon, ben, le patron, il était en haut, là, on savait, s'il fallait manifester, protester, on sortait banderole, bon. Et là, vous protestez devant qui? Le fonds de pension américain, le siège de Houston, bon. Tandis que dans une économie de proximité, territorialisée, tout à l'heure a été fait référence aux pôles territoriaux de compétences économiques, à l'économie circulaire, enfin tous ces différents éléments, on rapproche l'individu d'un territoire, mais d'une humanité. Et cela, y compris dans des rapports qui peuvent être des rapports de conflit. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas le monde des bisounours. Ceux qui d'ailleurs croyaient cela, ben, il suffit de voir Mondragon, Fagor, ce qui se passe. L'économie sociale et solidaire ne serait pas en elle-même, ad vitam aeternam et quoi qu'il arrive, vertueuse par essence, par hypothèse et par construction. Elle est aussi traversée par des contradictions internes, elle est aussi traversée par des comportements individualistes, des mutations de la société, qu'on les apprécie ou pas, mais en tout cas, elle en est aussi le reflet. Et c'est d'autant plus important dans un tel contexte que tous ces éléments tels que la déclaration de principe, tels que les valeurs, tels que des garanties qu'on puisse amener face à des dérives soient apportés. Et c'est pour cela que, d'abord, j'ai regretté que dans une alliance UMP, Union centriste et radicaux de gauche, sur proposition des radicaux de gauche, et leur amendement de suppression a été voté, cette déclaration de principe tombe, mais je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale, en tout cas monsieur le ministre Hamon s'y est engagé, elle sera réintroduite parce que je pense qu'elle a du sens et qu'elle correspond à l'essence même de cette loi. Je disais que Mondragon se risque de croire qu'il y aurait une ESS vertueuse par rapport à une économie qui, elle, serait forcément immorale, serait une erreur. D'abord parce que l'économie capitalistique, comme disait, je crois que c'est De Gaulle, capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est amoral. Il ignore la morale. Ce qui l'intéresse, une entreprise capitalistique, c'est de dégager du profit. Voilà, c'est basique. Elle peut le faire plus ou moins intelligemment, elle peut le faire avec plus ou moins du respect de la planète, des différences d'engagement, mais ce n'est pas son problème. Et après, l'intervention humaine, les luttes à l'intérieur de l'entreprise elle-même, du groupe, peuvent la tirer vers telle ou telle perspective. De la même façon, l'ESS a un certain nombre de garde-fous. Mais il est d'autant plus important qu'il y ait une certaine vigilance et que les questions telles que la gouvernance à l'intérieur de l'entreprise ou de l'activité puissent être chaque fois l'objet aussi d'une progression. Je crois que c'est Roy qui parlait tout à l'heure de cette assemblée générale des salariés chaque semaine le vendredi. On est vraiment dans des modes après de participation qui sont importants. Je ne vais pas ici vous égrener parce que ça serait beaucoup trop long et peut-être fastidieux et permettrait de vous renvoyer au texte de loi les différents éléments, mais je voudrais m'attarder 2 secondes sur quelque chose qui intéresse directement les différentes activités que vous exercez. La première, on a dans l'article 9, je crois, de la loi sur l'économie sociale et solidaire, prévu l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Donc, cet élément-là est important parce qu'il va obliger, je crois qu'il y a été fait référence tout à l'heure, obliger chacun à se poser les questions liées au marché public qu'il lance
et les questions d'insertion des clauses sociales, l'intégration de clauses sociales et professionnelles. Et par exemple, on a adopté des amendements anticipant sur la transposition de directives européennes. Et puis, on a étendu ces champs de marché protégés au secteur des personnes dites en fragilité ou aux côtés des travailleurs handicapés, avec l'espoir qu'on arriverait à faire un levier un peu vers une sorte de... Alors, j'aime pas trop les mots anglais, mais là, en l'occurrence, c'est assez parlant, une sorte de Small Business Act à la française et au niveau européen, qui intègre ce tissu des petites entreprises, qui intègre ce tissu local dans lequel l'économie sociale et solidaire, qu'elle soit à caractère associatif ou d'entreprise commerciale ou pas, puisse avoir toutes leurs dimensions et jouer pleinement leur rôle. C'est aussi dans l'article 49 qui a fait aussi débat les recours par les éco-organismes aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens du Code du travail et également la gestion locale des déchets. Pour les éco-organismes devront désormais favoriser la gestion des déchets. Et il y avait aussi le fameux article 11 et 12 qui a fait couler beaucoup d'encre et saliver des interventions avec une coalition MEDEF, CGPME et hélas Chambre consulaire. Je dis hélas parce que je pense qu'elles sont allées au-delà de leur intérêt et de l'intérêt des entreprises. Ça a été sur le droit d'information des salariés. Là-dessus, en 2 mots, on est parti sur une logique très simple. Il y a en gros 50 000 emplois détruits par an, faute de repreneurs, d'entreprises saines, bénéficiaires. On ne peut pas accepter ça. À partir de là, comment on réagit? On a mis en place un dispositif qui est en 3 temps. Le premier, la possibilité d'avoir une reprise qui puisse être facilitée sous forme de scope, avec un assouplissement, avec ces scopes d'amorçage sur 7 ans, la montée en capital des salariés qui reprennent jusqu'à 50%, au lieu d'entrer de devoir être majoritaire, ils ont la possibilité d'étaler ça sur 7 ans. Sachant que, quand même, en cas d'échec, ils devront rembourser les défiscalisations et les prêts qu'ils ont pu avoir. Ça, c'est un petit élément. La deuxième chose, c'est qu'il y a un fonds qui a été créé pour accompagner cela. Et la troisième chose, c'est un droit d'information, c'est-à-dire qu'au moins 2 mois avant que le projet que la personne qui veut céder son entreprise projette de le faire, il doit informer les salariés pour permettre aux salariés de travailler sur une reprise, quel qu'en soit le statut, mais on a mis en place ce statut des scopes qui nous apparaît le plus approprié pour pouvoir faciliter cela. Et j'ai présenté, c'est l'article 11A, j'ai présenté un amendement parce qu'il m'apparaissait important que, d'abord, on dédramatise, mais deuxièmement, qu'on prenne en compte le fait que du jour au lendemain, on ne s'impose pas repreneur comme ça d'une scope, d'une entreprise, qu'elle soit même sous une forme de scope. Et que, s'il pouvait apparaître, mais tellement évident que des personnes qui vont être vendues, parce que c'est ça, quand il y a une vente de l'entreprise, il y a aussi une vente quelque part des salariés. On ne pouvait pas les considérer comme la machine-outil et les locaux de l'entreprise. Qu'il y avait une démarche particulière qui devait être faite, là encore une démarche humaine. Eh bien, pour dédramatiser cette espèce de confrontation qu'il y avait, de dire tous les 3 ans, dans la vie de l'entreprise, d'une façon très souple, jointe s'il faut au bulletin de salaire, il y aura une information des salariés sur les possibilités de reprise de leur entreprise pour inscrire dans la loi
le fait que les salariés ont des droits d'information et renforcer, après les lois Auroux, ces droits d'information des salariés. J'étais d'ailleurs étonné de la polémique qui en est issue de ces 11 et 12, parce qu'on peut penser qu'est-ce qui est plus légitime que d'informer des salariés et qu'ils ne l'apprennent pas par la presse, mais y compris qu'ils puissent être interrogés sur leur volonté ou pas leur volonté ou pas de reprendre l'entreprise. Alors pour conclure, j'ai dit que cette loi était inclusive, que cette loi était fondatrice, mais je voudrais rajouter quelque chose. Et il y a une partie de l'échange tout à l'heure qui m'y a fait penser particulièrement. Un élément fondamental de cette loi, c'est qu'elle instaure une dynamique. Une loi, c'est un moyen. Une loi, ce n'est pas une fin en soi. L'histoire ne s'arrête pas avec cette reconnaissance de l'ESS. Cette loi, elle est un levier. Et elle ne pourra vraiment prendre toute sa force que si salariés, entrepreneurs, porteurs de projets, sociétés civiles, membres des associations, usagers, puisque il a été fortement question dans cette loi d'associer ce qu'on appelait les parties prenantes de la coopérative ou de l'association, bref, de l'entreprise. Bien. Eh bien, si chacun s'empare de cette loi. Notre conviction, ma conviction profonde, c'est que rien ne remplace l'action, souvent le militantisme des femmes et des hommes, et que des lois peuvent à un moment donné donner des impulsions, donner des directions, garantir certains droits, mais rien ne remplacera le fait que ce sont les femmes et les hommes qui font l'histoire, et ce sont les femmes et les hommes qui construisent leur destin. Et ça m'apparaît le plus important, surtout quand on parle de l'économie sociale et solidaire. Pardon d'avoir débordé un peu sur votre temps de repas, mais merci. Vous restez ici 2 minutes, si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup. Le temps de laisser à la salle la possibilité de réagir à vos propos et tout autant de vous poser des questions sur tel ou tel point particulier.